Déboutés du droit d'asile, quand on leur laisse la chance de le déposer, ils se retrouvent en OQTF ou encore en IRTF. Sous ces termes se cache un État qui fabrique du sans-papier. Ces personnes n'ont alors d'autre choix que de tourner vers des associations telles que celles qu'on accueille aujourd'hui. La CIMAD, Passerelle entre les peuples, Tous migrants ou encore Sans toit. À qui je vais laisser la parole. Merci. Donc au niveau de la Maurienne, c'est l'association Passerelle que je représente qui s'occupe des déboutés qui se retrouvent à la rue à partir du moment où le droit d'asile leur est refusé. Donc si vous voulez nous rencontrer, on a un stand et on est prêt à discuter avec vous. Bonjour. Il faut parler de... Bonjour, Michel Delmer de la CIMAD, qui est une association nationale bien présente dans la région Rhône-Alpes, et le groupe de Chambéry était le dernier créé il y a maintenant 2 ans. Je voudrais simplement introduire cette discussion par un souvenir qui peut-être parlera aux plus anciens. On est en avril 1981, on est à Saint-Jean-de-Maurienne, et à ce moment-là se déclenche une grève de la faim, notamment par un petit groupe de travailleurs immigrés algériens qui sont sous le coup d'une menace d'expulsion et d'une menace de ce qu'on appelle la double peine, c'est-à-dire condamnation plus un renvoi directement dans leur pays. On est juste avant 80, donc l'élection Mitterrand, et à ce moment-là, il y a 2 religieux, deux personnalités religieuses de Lyon, un prêtre catholique, Christian Delorme, et un pasteur, Jean Costil, qui viennent appuyer, qui viennent aider, qui viennent diffuser et populariser cette grève de la faim. Cette grève de la faim, c'est le début de ce qu'on a appelé ensuite la marche pour l'égalité, le début de la régularisation des sans-papiers, le début de ce qui a été après ça le regroupement familial, voilà, et qui a donné lieu ensuite donc, à cette marche de 1983, dite la marche des beurs de Lyon, etc. Tout ça pour dire qu'on est toujours dans la même actualité, c'est-à-dire que ce pays, la France, a un problème avec les migrants, avec les personnes qui arrivent à nos portes et qui arrivent sur notre territoire. Je ne vous ferai pas l'injure de raconter comment l'histoire de l'immigration en Maurienne, mais on sait évidemment entre les premiers arrivés, donc les Piémontais, les Calabrais, etc., puis après ça, toutes les formes d'immigration qui ont travaillé dans les usines, qui ont construit les barrages, qui ont construit les stations. Aujourd'hui, les demandeurs d'asile, ils viennent d'ailleurs, ils viennent du monde entier. C'est ceux que Marie-France reçoit dans ses permanences. C'est ceux que nous recevons, nous, à Chambéry, dans nos permanences, puisque la CIMAD, qui a une pratique d'accompagnement juridique, qui a une pratique aussi d'apprentissage de la langue, d'insertion, dans ce qu'on appelle de connaissance de l'environnement et de la ville. Ce sont donc ces personnes que nous recevons, que nous essayons d'aider. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1980? Globalement, la situation ne s'est pas améliorée. Je ne vais pas vous faire le détail de toutes les lois qui sont le millefeuille des lois qui se sont empilées les unes après les autres, dont le seul objectif a été de limiter les possibilités d'arrivée, de circulation, d'installation et de régularisation. Le thème de la régularisation reste un des thèmes majeurs défendus par la CIMAD comme d'autres associations. En 2 mots, je ne vais pas vous faire une grande... Qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous vérifions? Premier aspect, c'est la difficulté que peuvent avoir des personnes qui sont aujourd'hui sans papier, donc après avoir été déboutées par les demandeurs d'asile, notamment déboutées par l'OFPRA, Office français des réfugiés et apatrides, pardon, et la Cour nationale du droit d'asile. Ils sont déboutés, ils sont déclarés sans papier, et on leur donne, comme a dit Thomas tout à l'heure, une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Et ça, depuis quelque temps, le préfet de la Savoie en avait fait la règle. C'est-à-dire que quand une personne, effectivement, était déboutée, quand elle ne correspondait pas aux critères qui sont excessivement complexes du code d'accueil des personnes étrangères, au bout du compte, c'est l'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire. Et avec, donc, en permanence, la menace de l'exclusion. Première difficulté que nous rencontrons donc, pour les personnes sans papier, non régularisées, c'est évidemment donc l'accès, effectivement, c'est le droit d'accès à une situation administrative, à une régularisation, qui est donc de plus en plus difficile. Dans le même temps, la difficulté,
pour quelqu'un qui n'est pas régularisé, c'est le droit au logement. C'est-à-dire que comment vous faites, vous vous présentez dans une agence immobilière, même dans un office HLM, ou à l'OPAC, ou à Chambéry à Cristal Habitat, quand vous êtes sans papier, que vous êtes non régularisé, pour obtenir un logement. Et ça, Florence va nous en dire un mot juste après. Troisième thème, c'est l'accès à la santé. Je crois qu'il y a 1 ou 2 médecins parmi nous qui savent que les conditions d'accès à l'aide médicale d'État sont aujourd'hui de plus en plus restrictives. Quatrième thème que vous connaissez bien, c'est l'accès au travail. Et sur un point, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir plus longuement. On est aujourd'hui dans cette situation avec des personnes, des familles, je crois qu'il y en avait tout à l'heure, là, qui étaient là, d'origine albanaise, qui travaillent, mais qui sont interdits de travail. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas que la préfecture refuse de régulariser. Elles ont un travail, mais normalement, elles sont interdites, et la famille d'ailleurs avec le QTF sur le dos. On a donc des gens qui souhaitent travailler, qui souhaitent s'insérer, et Dieu sait si on est dans une période où, dans certains métiers, la restauration, le bâtiment, les charpentiers, et surtout dans cette région ici. Et je pense, on va évoquer évidemment l'histoire du tunnel tout à l'heure, mais globalement, en ce moment, on sent bien que ça bouge côté emploi. Et à côté de ça, donc des entreprises qui viennent nous dire, qui nous interpellent en disant comment je fais pour faire travailler des gens qui ont envie de travailler mais qui ne peuvent pas puisqu'ils sont sans papier, ils sont dans l'illégalité. Alors, en un mot, et j'en terminerai là, c'est que cette fabrique, ce qu'on appelle nous la fabrique des sans-papiers, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ne sont pas reconnues par la préfecture, que l'État ne souhaite pas accueillir dans de bonnes conditions chez nous aujourd'hui, malgré les pressions, malgré l'existence, de toute façon les gens sont là, ces sans-papiers, on les situe, on les pousse dans une forme de clandestinité, puisqu'ils ne sont pas reconnus, on les pousse dans la précarité, et donc cette difficulté de pouvoir s'insérer normalement, on les pousse dans la pauvreté, puisqu'évidemment ils n'ont pas de revenus, donc ils se tournent vers les associations, et donc globalement ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers les associations, disant comment je fais demain, donc on est à peu près dans ce paysage aujourd'hui qui est le nôtre. En attendant, donc, avec deux situations très particulières sur lesquelles on reviendra sans doute, c'est la situation des Ukrainiens, c'est-à-dire qu'on a accueilli, et finalement c'est tant mieux, que des personnes ukrainiennes réfugiées de la République en guerre trouvent asile dans notre pays, c'est très bien. Sauf que les conditions qui ont été proposées aux Ukrainiens, on aurait aimé qu'elles soient aussi valables pour les Afghans, les Syriens, les Nigérians. Ça c'est quand même un des points majeurs. C'est ce 2 poids 2 mesures que l'on ne peut pas accepter, que l'on ne peut pas tolérer. Ça c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est la perspective d'une nouvelle loi sur l'immigration qui a été annoncée il n'y a pas très longtemps par le gouvernement, qui va à nouveau renforcer les conditions d'accueil et qui surtout veut, c'est donné pour principe, d'expulser le maximum de personnes, hein. Donc en renforçant la rétention, la mise en prison, la mise dans les centres de rétention. Et ça, pour nous, associations, c'est évidemment quelque chose de tout à fait inacceptable. Dernier point, mais je crois qu'on en parlera, c'est ce qui va se passer avec l'Italie, c'est-à-dire la question de la frontière et ce que va faire le nouveau gouvernement italien. Ce paysage étant dressé assez rapidement, dans quelques questions pour revenir, on a la chance, je crois, en Savoie, d'avoir un tissu associatif et solidaire qui est quand même très riche et très important. Ici en Maurienne, c'est l'association Passerelle. Dans la vallée d'à côté, c'est l'association des territoires de solidarité des territoires d'Albertville. Sur Chambéry, il y a le collectif Tous Migrants, il y a Savoie Solidarité Migrants qui fait de l'hébergement solidaire, il y a Réseau Éducation Sans Frontières dans l'accueil des jeunes, dont on pourra aussi dire un mot, il y a Welcome, JRS Welcome qui fait de l'accueil des personnes, il y a Emmaüs aussi, qui va aider à Briançon, et qui ai-je oublié? Voilà, alors, il y en a un certain nombre. Et donc, il y a CIMAD depuis peu de temps. L'objectif, c'est cette diversité d'associations pourrait donner le sentiment que pourquoi tant d'associations, à quoi ça sert? En fait, on a chacune notre spécificité, on a chacun un territoire d'intervention, et l'intérêt, c'est qu'on arrive à travailler ensemble. Et notamment avec ce qui s'est passé l'an dernier, c'était le rassemblement de toutes ces associations pour interpeller les collectivités locales, les nouveaux élus, en fait, en leur disant quelle est votre politique d'accueil des personnes d'origine étrangère à l'intérieur d'une association nationale avec le signature d'une charte qui s'appelle l'Association nationale des villes et territoires accueillants,
Et je crois qu'il y a Fourneau ici, il y a Modane, je crois, je sais plus, il y a encore une ou deux communes en Maurienne qui ont signé cette charte en même temps que Chambéry, Cognin, Barbera, le Bourget du Lac, Saint-Pierre-d'Entremont, etc. Donc il y a un courant de solidarité qui s'exprime. Alors on vous dira, c'est normal, c'est la montagne. Mais peut-être qu'on en parlera après sur l'histoire de la montagne. Donc, un mot complément sur Passerelle par rapport à simplement la question du logement. Donc tous migrants, en fait, Florence. L'idée d'être venu ici, on nous a demandé aussi de présenter ce qui se passait donc ailleurs en Savoie. Donc moi je suis là pour représenter, à part la CIMAD, 100 pour un toit 73 et le collectif Tous Migrants. Le collectif, comme son nom l'indique, est un collectif, pas une association. Il s'est monté au moment où, vous vous rappelez peut-être, la jungle de Calais avait été démantelée, comme on a dit. Le gouvernement avait dit qu'il enverrait des gens dans différents coins de la France. Et Monsieur Wauquiez avait dit qu'il soutiendrait les maires qui refuseraient d'accueillir ces gens-là. Et spontanément, dans pas mal d'endroits, les gens se sont réunis en disant on n'est pas d'accord avec cette politique-là. Le collectif Tous Migrants, le plus connu, le plus actif, je dirais, c'est celui de Briançon, qui a vraiment impulsé pas mal de choses, comme vous le savez certainement. À Chambéry, le collectif existe aussi, même si je trouve que depuis quelques mois, il se passe moins de choses. Mais on s'est posé la question de savoir s'il fallait faire une nouvelle association. Mais comme dit Michel, à Chambéry et en Savoie, il y a déjà pas mal d'associations qui interviennent. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on reste un collectif parce que ça nous permet parfois d'interpeller le préfet, par exemple, dans des termes que certaines associations qui éventuellement reçoivent des subventions, etc., ne peuvent pas utiliser. Bon, quelquefois, c'est arrivé que des gens nous disent « Tiens, est-ce que vous ne pourriez pas interpeller sur ce sujet-là » L'idée du collectif, qui est composé d'un certain nombre d'associations qui déjà gravitent sur ce monde-là, de plein d'individus qui sont tous plus ou moins dans une ou plusieurs associations, c'est aussi comme dit Michel, de faire en sorte que les gens travaillent ensemble. Même si on se connaît plus ou moins, on ne sait pas forcément exactement ce que fait telle autre association. Et des choses qui ont été faites, c'était des journées de sensibilisation pour le public, mais aussi pour les professionnels, institutionnels, professionnels de santé, professionnels de l'éducation, enfin, regrouper les gens pour savoir ce que font les uns et les autres et comment travailler ensemble et comment envisager certains sujets, comment avancer sur certaines choses. Et une des dernières choses, donc comme tu le disais, c'était l'interpellation de communes au mois de décembre sur la charte Invita. Je voulais ajouter quand même qu'il y a eu pas mal, enfin pas loin de, je sais plus, 50 ou 60 baptêmes républicains qui ont lieu dans différentes communes. Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que c'est qu'un baptême républicain ou ça va? Ouais. En fait, c'est un engagement moral, éthique que prend un citoyen français et que prend également un migrant, enfin, ou une personne avec qui il s'associe. Donc lui, la personne française est marraine ou parrain, et l'autre personne s'engage à suivre un certain nombre de règles de la démocratie française. La personne française s'engage à accueillir cette personne, à la soutenir, mais pas financièrement. C'est vraiment un soutien moral pour aussi lui faire connaître, si besoin, la culture, etc. Et il n'y a pas d'engagement financier, pas d'engagement à loger la personne, mais c'est super important de montrer au pouvoir public, aux communes, aux préfets, etc., qu'il y a des gens qui sont prêts à faire ça. C'est important pour les personnes parrainées parce que ça leur montre qu'il y a des gens qui sont prêts à les soutenir aussi, même s'ils connaissent les associations, etc. Donc c'est vraiment un geste qui n'a pas une vraie valeur juridique, hein, mais qui... on peut dire qu'à une époque, ça pouvait aussi aider les gens quand ils étaient contrôlés. S'ils disaient, tiens, j'ai un parrain, regardez, j'ai une petite carte, j'ai un truc qui dit que j'ai un parrain ou une marraine, ça pouvait les aider. Je ne suis pas sûre que ça marche toujours, mais bon, on espère que... Donc il y a eu, en plus de l'adhésion à la charte Invita, des parrainages républicains dans lesquels se sont investis aussi des élus de différentes communes. Tous Migrants fait aussi de la sensibilisation avec toutes les assos, hein, du public, sur les marchés, enfin, etc. Voilà, on ne va pas en parler 2 heures. Ce que je voulais quand même dire, un truc que je trouve vraiment intéressant qui a été fait, c'est un petit livret sur les compétences, les connaissances que peuvent avoir les migrants. Alors après, on peut parler longtemps, est-ce qu'il faut dire migrants, réfugiés, personnes exilées, enfin bon, bref, ouais, exilés. On s'est dit,
ces gens-là, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, ils arrivent, ils sont pas rien en arrivant, quoi. On leur dit, il faut vous intégrer, il faut faire ci, il faut faire ça, mais ils ont déjà des tas de connaissances, et dont ils ne se rendent pas forcément compte. Et donc, ce qu'on a fait, c'est faire ce petit bouquin, ce petit livret, où on peut écrire, après discussion avec eux, ou tout seul, ils font ça comme les grands, qu'est-ce que mon voyage m'a appris, qu'est-ce qui m'a étonné, ou qu'est-ce que j'ai découvert en arrivant en Europe, est-ce que j'ai fait des stages, des formations, du bénévolat quelque part, en se disant que si après, les jeunes, par exemple, ont besoin d'aller trouver un stage quelque part, ça peut être un truc qui peut les aider parce qu'ils n'y pensent pas forcément à valoriser tout ce qu'ils ont pu connaître et faire, et voilà, tout ce que ça a pu leur apprendre aussi, leur voyage plus ou moins difficile. Un autre truc de Tous Migrants, c'est justement, puisqu'il y a une multitude d'acteurs autour des personnes exilées, c'est de faire une liste qui regroupe les différents acteurs, en espérant qu'on n'en a pas trop oublié, avec des coordonnées et ce qu'ils font, et une liste de qu'est-ce que moi, individu lambda, je peux faire, avec différentes formes d'engagement. Voilà. Donc on est là-bas si vous voulez. Maintenant, ouais, non. Mon autre casquette, c'était 100 pour un toit. Parce que, comme l'a dit Michel, le problème de logement, il est énorme. Donc 100 pour un toit, c'est une association qui s'est créée à Chambéry fin 2020. Enfin, on a commencé à discuter fin 2020 et au printemps 2021, l'association a vraiment été créée. L'idée, ça existe dans d'autres endroits en France, hein. L'idée, c'est d'unir des donateurs qui s'engagent pendant 2 ans, plus s'ils veulent, hein, mais pendant 2 ans au moins, à donner 5 € par mois, plus s'ils veulent, pour pouvoir louer un appartement pour des gens qui ne sont pas en mesure de le louer eux-mêmes. L'idée étant que on ne met pas des gens dans un appart et puis après débrouillez-vous, mais on accompagne ces familles ou ces personnes. Elles sont déjà souvent accompagnées par un certain nombre d'associations, Savoie Solidarité Migrants, enfin bon, voilà. Donc on ne fait pas double emploi non plus. L'association en question peut évidemment continuer à les aider, à les accompagner. Et l'idée, c'est d'amener les personnes, enfin de les aider, de les accompagner vers une certaine autonomie, en espérant, en leur donnant un tremplin en fait. On a fait le choix de loger des gens dont on pensait qu'ils pourraient peut-être au bout de 2 ans se débrouiller tout seuls, soit parce qu'il y avait de bonnes chances qu'ils soient régularisés, parce qu'ils ont du travail mais ils ne pouvaient pas eux-mêmes louer quelque chose, parce que pour les raisons que vous pouvez imaginer, enfin bon, voilà. Donc l'idée, c'est pas de mettre les gens dans un appart et de plus en parler, de les laisser se débrouiller, c'est pas non plus de tout faire pour eux et de leur tenir la main pendant 15 ans. On sait très bien que peut-être au bout de 2 ans, telle famille dont on pensait que peut-être elle se débrouillerait, on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Donc, on est à la recherche de donateurs et d'appartements. Pour l'instant, quand même, pour vous donner une idée, sont logés par le biais de l'association une dame avec son fils majeur et son fils mineur, un jeune qui a fait un CAP qui travaille, et puis il y a eu, avec l'arrivée des Ukrainiens à Chambéry, une association qui avait une très grosse villa qui doit être réaménagée par un bailleur, enfin bref. Donc il y a eu une convention tripartite et 100 pour un toit a été sollicité parce qu'il se trouve qu'il y a parmi les membres fondateurs quelqu'un qui est très en lien avec l'Ukraine, a été sollicité pour gérer un peu ce truc. Donc on a dit ok, mais il y a aussi un Arménien et un Tunisien qui sont logés à cet endroit-là. Et l'idée un peu, c'est peut-être que bientôt les Ukrainiens, dans la mesure où ils peuvent travailler, déjà ils participent au loyer ou aux charges, et peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont pouvoir être hébergés ailleurs, et que nous, on pourra héberger d'autres personnes. Sachant que cette maison, malheureusement, on ne l'aura pas pendant 15 ans, mais normalement pendant 1 an, mais c'est déjà ça. Est-ce que j'oublie quelque chose d'important? Bon, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais après il y a la frontière. Je vais parler un peu.